Bonjour Gaël, merci de nous recevoir chez toi. Bah, bienvenue Paul. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Ouais, dire qui tu es, un petit peu ce que tu fais, et ensuite on va rentrer dans le détail un petit peu de plus de du ce que tu fais laboratoire, d'ici et puis ton histoire aussi, c'est important de savoir tout à fait. comment tu as matché cette petite entreprise. Je t'écoute. Donc voilà, du coup, je suis Gaël Boutry, fondateur du laboratoire GBC, papa de 2 enfants, marié, et donc ingénieur chimiste de formation, Ok, et après une spécialisation en formulation cosmétique via le master 18. Donc ça fait maintenant presque 20 ans que je suis dans la profession, ok. allant de simple formulateur, euh, direction scientifique, direction technique, directeur industriel, qui était mon dernier poste. Donc je suis Mhm, passé par tous les postes techniques dans différentes structures, hein, allant de la... J'ai appris au sein d'un grand groupe, au sein du groupe Amoré Pacifique, grand groupe coréen, dans l'usine de Chartres. mhm. Et après, j'ai fait le choix plutôt de la PME, parce que voilà, c'est mon choix personnel. Je Ok, n'aimais pas être un pion dans un grand groupe, je préférais être une une pièce importante dans une plus petite structure. Ça d'accord. me correspondait plus. Et donc voilà, j'ai passé par différents postes, chez Carole Franck, chez Unicos, voilà, dans de la PME. Ok. Euh, Ensuite responsable R&D chez l'Irak, et après l'appel, donc tout ça en région parisienne. Mais bon, l'appel de la Bretagne a été fort. La Bretagne. Et donc du coup, je suis revenu en Bretagne, donc maintenant il y a presque 10 ans, Ok, euh, en tant que directeur industriel ok. d'une société qui s'appelait Science et Mer. Science et Mer a été rachetée donc par Tech Nature. Et donc du coup, ils ont remercié l'ensemble du comité de direction, ce que se fait Bien classiquement, hein, il n'y a sûr. pas d'amertume là-dedans du tout. Mhm. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur, du coup, en janvier 2017, pour lancer cette activité de laboratoire. D'accord. Activité que j'exerçais déjà, mais alors vraiment par passion. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font du tricot. Moi, je fais des crèmes, chacun son truc. Voilà, je fais ça depuis juillet 2014, donc j'avais Ok, monté une auto-entreprise, ok. donc en parallèle de mes activités pro, donc je faisais ça vraiment le soir et le week-end. J'avais mon petit laboratoire, une paillasse, j'avais 2 mètres, voilà, je faisais un peu de conseils réglementaires, de formulation, mais voilà, en freelance comme ça, avec l'idée sous-jacente effectivement de me Mhm. lancer à un moment. Le licenciement économique a A fait aidé. accélérer les choses, Ok. et c'était peut-être le petit coup de pied au derrière qui me Mhm. manquait pour pouvoir me lancer. Ouais. Et donc voilà, donc maintenant, du coup, ça fait presque 10 ans maintenant. Ouais, ça fera bientôt 10 ans en juillet que j'accompagne des marques en développement produit, quoi. Ok. Voilà. Et donc GBC, du coup, tu l'as lancé en 2017, c'est ça? Ouais, janvier 2017, alors j'étais encore en auto-entreprise, Ouais. donc tout seul, sans cofondateur, etc. Et puis en septembre, j'avais atteint le plafond limite de chiffre d'affaires de l'auto-entreprise. Ouais. Donc du coup, T'as je suis décidé. passé en statut société, j'ai pris ma première personne en alternance en septembre, puis après premier salarié en janvier, deuxième salarié qui est toujours là Ok. en février de l'année d'après, 2015, et voilà. Donc on est toujours là. Ok. Et toi, quand tu t'es lancé, quelle était justement la vision que tu avais par rapport à ce domaine-là, ce que tu voulais faire, à l'entreprise que tu Alors moi voulais créer? aujourd'hui, en fait, ayant vu les deux côtés, à la fois grande boîte, très grande boîte et petite boîte, je me suis vite trouvé confronté quand je m'occupais, parce que petite PME, tu fais tout, hein, tu fais les achats Mhm. matières premières, tu fais les achats packaging, tu fais les achats de transport, etc. Et clairement, on nous imposait des minimums de commandes, euh, les fournisseurs n'étaient pas flexibles avec nous, on n'avait pas toujours le premium en termes de qualité de matières Mhm. premières. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a un peu frustré, Mhm. et je me suis dit, mais il y a forcément un moyen de permettre aux gens de lancer des petites séries de façon qualitative sans leur demander de faire 5000, 10 000 Bien pièces. sûr. Donc ça a été vraiment mon premier modèle, vraiment, c'est d'aller dire, voilà, trouver une façon de pouvoir accompagner les jeunes marques à se lancer sans effectivement leur demander de faire 5000 ou 10 000 pièces comme peuvent faire certains labos. Et c'est justifié parce que c'est Mhm. justifié par rapport à leur structure. Bien sûr. Voilà. Il y avait ce volet-là. Et il y a un volet que moi, je travaille depuis des années, et je suis un peu reconnu pour ça à titre personnel dans un premier temps. Et maintenant, c'est le laboratoire GBC qui est reconnu pour ça.
pour aimer les moutons à 6 pattes, quoi. Parce que 5, c'est déjà pas assez. Et en fait, souvent, quand certains fournisseurs de matières premières disent, ah tiens, j'ai une matière première, je sais pas quoi en faire. Est-ce que tu peux regarder comment on peut dépatouiller ça? Je faisais déjà ça en tant que salarié. D'accord. Et sur mon temps perdu en tant que salarié, et du coup, ça me permettait d'avoir accès à des nouvelles matières premières, de trouver des innovations avec certaines matières premières, et ça m'a beaucoup plu. Donc en fait, il y a vraiment 2 volets chez GBC. Il y a le volet vraiment accompagnement jeune marque, donc on rentrera certainement dans le détail après, et la partie innovation, où là on va travailler nos propres innovations et de l'innovation externalisée pour certains grands groupes. Ok. Voilà. Et puis des fois, on a eu le cas de certaines innovations sur lesquelles on a travaillé pour des startups. Je pense à la marque Romy, maintenant qui a été repris par L'Oréal, où ils avaient inventé grosso modo la machine Nespresso pour faire des crèmes. C'était les premiers à faire ça. Bon, ils ont essuyé les plâtres et voilà, mais ils ont été les premiers à faire ça. Et donc, en fait, derrière, on a cette petite machine, était considérée par les autorités comme une usine. Il a fallu rédiger les bonnes pratiques de fabrication pour cette usine, réfléchir aux matériaux. Donc, on travaillait étroitement avec l'équipe Romy. Enfin, on a passé des années de fou. Trouver les solutions réglementaires pour éviter de faire les 15 000 tests en combinaison. Proposer ces solutions-là aux autorités en disant, est-ce que ça vous va si on fait ça comme ça, cette logique de maximisation? Ah ouais, c'est pas con ça. Vous pouvez nous l'écrire, c'est pas con, s'il vous plaît. Voilà. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça qui nous attire. Voilà, faire la énième crème hydratante, on sait la faire, mais on essaiera toujours de challenger le porteur de projet. Je me rappelle, j'ai une porteuse de projet qui est venue me voir. Je veux créer une gamme à l'huile de figue de Barbarie et à l'huile d'argan. Ok, and so what? Ouais, mais si je vais faire travailler les producteurs locaux, etc. Ouais, and so what? Il y en a déjà qui font ça. Et en fait, l'idée, c'est de lui apporter, oui, ben voilà, regarde, avec cette technologie-là, on peut avoir une nouvelle catégorie d'huile d'argan avec obtenue par fermentation. Et du coup, on vient mettre de la technique, on vient mettre, et cette force de proposition. Alors, il y a des gens qui sont très open mind par rapport à ça, et des autres qui vont être trop obtus. Non, je veux faire ça. On s'adapte aussi à nos clients, mais on essaie toujours d'aller pousser en disant, voilà, nous, d'un point de vue purement scientifique, on n'est pas des marketeurs, hein. On est là pour essayer de vous pousser vers quelque chose de différenciant. Voilà. D'accord. Et chez GBC, du coup, comment, vu que tu as dit qu'il y a 2 volets, il y a le volet accompagnement des marques et le volet innovation. Sur le volet accompagnement des marques, sur quel type de produits, comment vous les accompagnez aujourd'hui? Alors, sur la typologie de produits, on va travailler toute typologie de produits, à la fois du skincare, de l'hygiène, du haircare, du maquillage. Certaines catégories qu'on ne fait pas. Comme les solaires. Aujourd'hui, il y a un flou réglementaire qui fait qu'on ne fait plus de solaire, on en a fait. Il y a des spécialistes pour ça, donc voilà, il y a un écosystème autour qui permet d'orienter les clients vers les choses qu'on ne sait pas faire. Tout ce qui va être vernis à ongles, crayon de maquillage, les lingettes, les aérosols, tout ça, c'est des technos un peu particulières, où là, clairement, il y a des spécialistes, il faut laisser faire les spécialistes, quoi. Donc voilà, ça, on les accompagne là-dessus. On va travailler aussi bien de la poudre que du solide, du coulé à chaud, du pâteux, du liquide, du gel, voilà, vraiment tout type de galénique. Certaines galéniques, pareil, qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas les technos, pas parce qu'on n'a pas la compétence, mais par exemple de la poudre compacte, on saurait faire. Aujourd'hui, j'ai pas eu de projet. Demain, j'ai un projet, j'achète la machine, on sait faire. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas eu de projet de palette de maquillage, ou en tout cas des projets qui rentabiliseraient l'investissement, parce que si j'achète, je sais ce que je veux acheter. Je veux pas acheter n'importe quoi, je veux pas acheter le matériel chinois, je veux acheter vraiment la Vétraco, je sais ce que je veux. Voilà. Donc voilà, essayer de faire toujours du qualitatif. Donc effectivement, on va travailler sur cette typologie de produits. Et après, sur l'accompagnement de marque, alors c'est ce que j'aime un peu dire, c'est que GBC, c'est un peu le couteau suisse technique en Bretagne de cosmétiques. C'est-à-dire qu'on va venir nous voir effectivement pour monter un brief d'un point de vue technique, pas marketing. Donc voilà, on travailler à la fois les aspects techniques, réglementaires, voir les différentes options. On va dire oui, mais là tu veux du peau sensible, convient aux femmes enceintes et allaitantes, mais tu veux des huiles essentielles, ça matche pas au niveau réglementaire. On n'a pas le droit d'huile essentielle pour les femmes enceintes et allaitantes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on met à plat avec le client, donc ça peut prendre 1 heure, 2 heures, plusieurs fois 2 heures. Enfin voilà, ça va dépendre. Donc ça c'est vraiment fait en amont, ce qui va nous permettre d'élaborer effectivement l'offre d'un point de vue technico-réglementaire, donc à la fois la partie formulation, donc on ne fait que du développement sur mesure. On n'a pas de gamme blanche, c'est pas notre métier. Il y en a qui font ça très bien et c'est très bien, il faut leur laisser faire ça. Nous, on s'est vraiment spécialisé dans le sur-mesure et plus c'est compliqué, plus ça nous plaît. Voilà. Aujourd'hui, on a une équipe de formulateurs qui est expérimentée. On n'a pas un chef de projet de formulation en dessous de 15 ans d'expérience. Pareil aux affaires réglementaires, on a des personnes qui sont expérimentées, justement pour pouvoir travailler sur des projets compliqués. Voilà.
on vient rarement chez nous pour changer un parfum dans un gel douche. Alors, vous dire qu'on le fait pas du tout, ça serait mentir, hein. On travaille pour des marques de parfums où tous les ans, ils vont lancer le petit coffret avec le lait pour le corps, le gel douche, la crème pour les mains. On reprend la même base et on met le parfum. Ça permet, par exemple, à nos techniciennes ou chefs de projet plus juniors de pouvoir se familiariser avec la gestion de projet sans avoir une grosse difficulté technique. Voilà. Donc voilà. Donc pour en revenir sur la phase d'accompagnement, donc on va effectivement élaborer ce brief. Moi, je vais élaborer effectivement un devis sur la partie développement, sur la partie réglementaire et tous les coûts de test. Particularité chez GBC, on ne prend pas de marge sur les tests. Donc les tests qui sont demandés sont les tests qui sont nécessaires pour la réglementation et pas plus, ou ce que va nous demander également le toxicologue, qui est aussi garant de la sécurité du produit pour la mise sur le marché. Ce sont des tarifs qui sont négociés et qui sont parmi les plus bas du marché. L'idée, c'est de valoriser plutôt ce qu'on sait faire, nous la formulation, ça c'est notre métier, et faire bénéficier de ces tests-là aux clients, que ce soit les tests usage, que ce soit les tests microbio, que ce soit les tests d'innocuité, avec des tarifs privilégiés. Donc, à partir de là, le porteur de projet, il sait combien ça va lui coûter en développement, combien ça va lui coûter en réglementaire et en test. À partir de là, moi, je ne demande pas que le client signe le devis. Je demande juste un OK de principe. Je marque beaucoup la confiance. Ça fait partie de l'ADN. Alors, des fois, je me fais avoir. Mais tant pis. C'est que les gens partagent pas les mêmes valeurs que nous et ils n'ont pas bossé avec nous. Ensuite, je vais passer à une étape de faisabilité financière du projet. C'est-à-dire que dans notre cahier des charges, à un moment, je demande au porteur de projet combien tu veux acheter ton produit. Et là, souvent, c'est là où je détecte si les porteurs de projet sont prêts ou pas prêts. Ah ben moi, je sais pas, moi, combien je veux vendre mon produit. À un moment, tu sais où sont tes concurrents. On n'est pas tous sortis d'école de commerce, mais il faut avoir un minimum faire une étude de marché. Où est-ce que tu veux te positionner par rapport à tes clients? Est-ce que tu veux te positionner moins cher parce que c'est ton positionnement qui va faire que tu es moins cher et que tu vas prendre de la part de marché? Ou est-ce que tu vas être aussi cher ou plus cher, mais tu vas apporter une plus-value? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la plateforme de marque. Nous, on n'est pas capable de faire ça, c'est pas notre métier. Encore une fois, dans cet écosystème qui gravite autour de GBC, on a des gens capables d'aider les porteurs de projets là-dessus. Mais je leur dis, voilà, tu dois savoir combien tu veux vendre ton produit. Tu dois savoir combien ton réseau de distribution doit prendre comme marge, si c'est la pharma, si c'est la grande distrie, si c'est Sephora, etc. Combien toi, tu as besoin de marge pour faire tourner ta boutique, payer tes salariés, payer tes frais de structure, etc. Donc, tu sais que ton produit, tu veux le vendre 30 € hors taxe, et ben tu sais que tes marges, vont faire x 5, on va faire x 10. Il faut que ton produit, tu l'achètes 3. Qu'est-ce qu'il y a dans tes 3 €? Tu as ton prix de packaging, ton prix de main-d'œuvre de fabrication de conditionnement, ton transport, et ton prix de matière première. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on garde la main sur le packaging, notamment sur les marques qui démarrent. Nous, on démarre sur des projets qui démarrent à 500 ou 1000 pièces. 1000, 1500 pièces sur le maquillage, plus petite contenance. Donc, des petites quantités. Aujourd'hui, il faut garder la main sur le packaging, surtout sur ces petites premières quantités. C'est mon conseil. Après, il y en a qui veulent pas le faire, mais c'est mon conseil. Parce qu'aujourd'hui, si tu trouves un packaging à 1 €, le sous-traitant, s'il l'achète pour toi, il va prendre entre 15 et 20 points dessus, donc il va te facturer 1,15 €, 1,20 €. Les marges étant déjà réduites sur les petites quantités, aujourd'hui, c'est important d'essayer d'optimiser au mieux ces marges. C'est quand même relativement facile de dire je vais commander mon flacon, mon bouchon à tel fournisseur et je le livre directement à l'usine. Ça reste à la portée de tout le monde. Acheter des matières premières, je ne tiendrai pas le même discours. Donc, à partir de là, je vais dire aux sous-traitants, je travaille avec une vingtaine de sous-traitants en fonction des quantités, en fonction si c'est du labellisé, si c'est du solide, si c'est du pâteux, si c'est du tube, du flacon, du pot. Voilà, j'ai tout un panel de sous-traitants, avec qui je ne suis pas marié d'ailleurs. Si le client arrive avec un sous-traitant et me dit je veux travailler avec celui-là, c'est pas un problème. Moi, il faut juste que je puisse échanger avec lui pour pouvoir échanger d'un point de vue technique, d'un point de vue matière première, et puis bien évidemment sur cette simulation financière. Je vais leur dire voilà, c'est un pot, 50 ml, sérigraphié, mis sous étui, cellophané. Ça leur permet d'évaluer les coûts de conditionnement. Derrière, je vais leur dire par rapport au cahier des charges de mon client, on va avoir 20 matières premières. C'est un process de fabrication type émulsion à chaud, émulsion huile d'en haut. Ça va leur permettre d'évaluer les temps de process de fabrication et les temps de pesée. Là-dessus, bien évidemment, il faut bien qu'ils rajoutent leur marge, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Ils vont me dire, Gaël, il te reste 50 centimes pour faire la formule. Est-ce qu'avec ces 50 centimes, je suis capable de répondre au cahier des charges que j'ai validé techniquement et réglementairement avant? Je sais le faire, mais est-ce que je sais le faire à 50 centimes? Oui ou non? Si c'est oui, go, on peut y aller, on part en développement. Si c'est non,
bah là, il y a deux options. Soit tu es drivé par le prix, et là, du coup, il y a deux options. Soit on augmente les quantités pour essayer d'atteindre ce prix-là, ou déroger à tel ou tel point du cahier des charges. Voilà, tu voulais 3 actifs, peut-être qu'il faut en mettre que 2 ou 1. Voilà. Donc, c'est des discussions qu'on a avec le porteur de projet. Et si c'est vraiment là le cahier des charges, dans toutes ses valeurs, dans toute son efficacité, la sensorialité, qu'il n'y a pas de concession à avoir, ben je dis, je sais pas le faire à 50 centimes, mais je sais le faire à 70. Et du coup, le projet qu'on avait imaginé au départ à 3 euros, il sera à 3,20 €. Et c'est peut-être pas une catastrophe. Et à partir de là, on est capable de donner tout le dégressif par 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000, ce dont on a besoin pour sécuriser un business plan. C'est-à-dire que d'un point de vue purement technique, les gens savent combien ça leur coûte en dev, combien ça leur coûte en test et réglementation, combien ça leur coûte estimativement sorti de l'usine. C'est-à-dire que avant même qu'ils aient déboursé 1 euro chez nous, ils savent combien ça va leur coûter sur cet aspect-là. Ça permet de dire, OK, est-ce que le projet il est viable ou pas? Parce que des fois, on est des briseurs de rêve. C'est une réalité. Et ça leur permet de se dire, ah, tiens, le premier step de rentabilité un peu sympa, par exemple, en skincare, souvent, c'est aux alentours des 5 000, 10 000. Bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, d'un point de vue communication, marketing, commercial, pour atteindre le plus rapidement possible ces 5 000 pièces? Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Est-ce que c'est un réseau d'influence? Combien ça coûte un réseau d'influence? Est-ce que c'est faire appel à des animatrices sur les points de vente, etc. Et ça permet de construire un budget complet du projet. Bien sûr. Et du coup, en fait, ce qui fait qu'en accompagnant nos clients comme ça, au-delà d'un simple brief, et ce que je dis toujours, on n'est pas un laboratoire qui répond simplement à un brief, on essaie de trouver le meilleur écosystème, la meilleure team. Alors, soit c'est des gens qui sont du market et ils n'ont pas besoin de nous, trouver un marketeur, trouver un designer, trouver un fournisseur de packs, un labo, etc. La meilleure team pour que le projet aille le mieux vers son objectif. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'objet premier pour que justement, bah, les marques, bah oui, et aujourd'hui, que le client fasse 500 pièces ou 1 million, ça ne change pas notre vie. Nous, on vit des frais de développement et de réglementation. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est que bah, le client, il lance 2, 3 produits et puis qu'il revienne vers nous pour faire de nouveaux produits. Et là, ça devient intéressant. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de marge dans le secteur cosmétique. C'est quoi généralement, quand on te dit une bonne marge, c'est quoi? C'est x2, x3, x4 ou ça dépend vraiment? Alors aujourd'hui, c'est pas notre métier principal. Moi, je peux te faire le feedback de ce que me disent certains de mes clients où on est passé un peu plus que de simples clients à prestataires, où bah, là, on partage des réflexions de cet ordre-là. La plupart des marques qu'on accompagne aujourd'hui sur du 500 ou du 1000 pièces vont arriver à faire un x2, x3 entre leur prix de revient et leur prix de vente hors taxe. D'accord. Grosso modo. Mais ce qui, généralement, sur les petites quantités, souvent, c'est de la vente digitale directe, t'as pas de distributeur, etc. Par contre, il faut que le dégressif soit assez fort pour atteindre aux alentours des 5 000, 10 000, hein, x5, x6, x7, x10 idéal. C'est le Graal, le x10 souvent. Mais voilà, c'est souvent ça. Ce qui permet justement, et pourquoi, en fait, il y a un gros dégressif entre 500 et 5 000 ou 10 000. Parce que la machine qui va te remplir 500 pièces ou 5 000, 10 000, c'est la même. C'est juste que, bah, tu as à peu près, en fonction des machines, mais tu peux avoir vite 1h30 fois 1, 2, voire 3 personnes qui vont être là pour nettoyer, régler la machine, désinfecter la machine. Et ces temps fixes, que tu fasses 500 pièces ou que tu en fasses 5 000, il reste pareil. C'est les mêmes. Et du coup, forcément, ce temps fixe imputé à la pièce, bah, il fait exploser le PRI. Et en fait, après, le dégressif est moins fort chez ces sous-traitants-là parce que, en fait, bah, derrière, après, la machine, elle a une cadence et l'impact du prix de ce coût fixe, il devient de plus en plus lissé. Et après, souvent, bah, quand tu veux commencer à améliorer tes prix de revient, alors oui, tu vas les améliorer par tes prix d'achat de packaging, les matières premières qui vont coûter moins cher, bien évidemment. Pas toi que je vais dire ça en tant qu'acheteur. Mais après, souvent, si tu veux améliorer encore, bah, c'est peut-être, et c'est ce qui passait pour certains de nos clients, où on a démarré par 1000 pièces, aujourd'hui ils sont à 50 000, et ben, on a pris la formule et on a été la fabriquer dans une autre usine, plus automatisée, qui permet d'avoir des meilleurs prix de revient industriels, parce qu'ils ont des meilleurs coûts d'achat et une autre gestion. Voilà. Et en fait, cette possibilité de passage vers une autre usine, elle est possible, parce que tout à l'heure, je te disais qu'on fait du sur-mesure. Il y a plein de labos qui font du sur-mesure. Et après, les clients ont la propriété intellectuelle de la formule dès le départ. Ah oui, ça c'est important. Et c'est pas le cas pour tous les autres labos? Il y a beaucoup de laboratoires qui noient un peu le poisson dans leurs conditions générales de vente, où en fait, ils vont parler de simple propriété, qui s'apparente plus à de l'exclusivité chez eux. Donc effectivement, tu ne peux pas proposer ta formule à quelqu'un d'autre. Par contre, le jour où tu veux t'en aller, généralement, ils te demandent des fees supplémentaires. Et ça peut monter à assez cher, hein, 10, 15 000 euros. Ce qui est prohibitif, et du coup, il fait que bah, tu restes chez eux.
Voilà. D'accord. Et c'est souvent le cas, notamment des laboratoires qui sont accrochés à une unité de production. Après, il y en a qui sont très clairs là-dessus. Ils disent, OK, tu seras propriétaire, libre de ta formule, quand tu auras atteint un certain nombre de pièces ou un certain chiffre d'affaires. Voilà. Moi, c'est très clair. À partir du moment où tu as payé l'intégralité de la prestation pour laquelle tu m'as mandaté, tu es propriétaire intellectuel de ta formule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça te permet effectivement de changer de façonnier comme tu veux, en fonction de tes quantités, ou demain parce qu'il y a une problématique, je sais pas, ça se passe pas bien, ou il y a des délais qui ne vont pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux quitter un façonnier. Ou on a même des clients qui ont internalisé leur propre production. Ils ont commencé avec des façonniers, et maintenant ils fabriquent eux-mêmes. C'est cool. Ils peuvent le faire. Ils ont le droit de le faire. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe la majorité du temps. Et après, la deuxième raison pour laquelle, moi, c'est important que les gens soient propriétaires de leur formule intellectuelle, j'entends bien sur l'intellectuel, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des marques qu'on a accompagnées, beaucoup d'indie brands, ils vont arriver à monter leur quantité à 5 000, 10 000 tout seuls, avec de la love money, avec du crowdfunding, avec des premiers prêts d'honneur, etc. Mais à un moment, va falloir commencer à passer la vitesse supérieure. S'ils ont cette ambition-là, il y en a qui n'ont pas l'ambition d'aller plus loin. Et si tu veux aller plus loin, à un moment, va falloir faire rentrer des investisseurs. Et pour faire rentrer ces investisseurs, les investisseurs dans le monde de la beauté sont très au fait maintenant de ce genre de notion de propriété intellectuelle de formule en cosmétique. Voilà. Ok, d'accord. Gaël, aujourd'hui pour toi, qu'est-ce qui fait la réussite d'une marque cosmétique qui se lance? C'est-à-dire à quoi les porteurs de projets qui souhaitent lancer leur marque cosmétique, que ce soit en parfum, maquillage, etc., ils doivent faire le plus attention? Alors pour moi, la chose qu'il faut qu'ils fassent le plus attention, c'est qu'ils le fassent vraiment pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des fois des porteurs de projets. Tiens, je vais faire du bio parce que ça marche bien. La nana, elle arrive en gros SUV, quoi. Bon, voilà, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans ses tripes. Le fameux why là que tout le monde parle et qu'on entend, faut pas le galvauder. Aujourd'hui, moi, je sais pourquoi j'ai monté GBC, je respecte ça. Je préfère ne pas faire de chiffre d'affaires plutôt que de contrarier le pourquoi j'ai fait. Donc là, c'est vraiment la chose la plus importante. Après, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'il y a la partie R&D, c'est très bien. On peut faire les meilleures crèmes du monde. Mais si ça se vend pas, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il y a trop de gens dans mes clients, même dans certains de mes clients, malgré le fait de les avoir conseillés, etc., à dire mais fais-toi aider par quelqu'un qui va te créer ta plateforme de marque, ton identité de marque, quelque chose de bien construit, ton réseau de distribution. Oui, ne pas négliger les coûts d'acquisition en fonction du réseau de distribution. Et ça, aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont dans le dur aujourd'hui parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans la R&D. Parce que oui, ils voulaient faire la meilleure des formules, la plus efficace, la plus sensorielle. On a fait tous les tests parce qu'on était stressé du réglementaire, même des tests au-delà de ce qu'il fallait faire, qui n'étaient même pas demandés par la réglementation, ni par son texte, etc. Et du coup, aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans le dur. Ils s'en sortiront parce qu'ils ont la niaque, mais ils sont dans le dur parce que ils ont sous-estimé les coûts d'acquisition client, que ça soit sur les réseaux, que ça soit en physique, parce que faut pas se leurrer. Aujourd'hui, des marques 100% digitales, il y en a quasiment plus. Il y en a qui démarrent dans le digital parce qu'effectivement, ça permet de moins avoir de frais de structure, etc. Mais à un moment, toutes les marques qui ont passé un gap, ils sont passés en physique quelque part. Alors des fois, c'est du physique pour faire du présentiel. Dans les galeries Lafayette, etc. Faut y être, ça rassure pour des distributeurs autres. C'est pas là où tu fais ton chiffre. Puis il y a des initiatives, moi, que je trouve extrêmement pertinentes, notamment pour les jeunes marques. Alors Alexis Robillard de chez All Tigers va dire que je lui fais de la pub, mais en fait, ils ont fondé avec Wiggins, avec plusieurs, la French Beauty, qui est un groupe d'une quarantaine de marques, je crois. Donc certains sont mes clients, bien évidemment, dans ce groupe-là, où en fait, comme ils avaient du mal à communiquer chacun de leur côté, et pourtant on avait l'impression qu'ils communiquaient de fou, ils ont fait venir des gens entre 18 et 35 ans, je crois, où en fait, il y a plus de la moitié de gens qui connaissaient pas aucune des marques. Il y en a 40, et pourtant, c'est des marques qui sont là, des fois plus certaines. Donc, faut pas sous-estimer ça, et vraiment, bien construire son budget dès le départ. Parce que tout mettre dans la R&D, voilà, c'est pas la meilleure des solutions. Il y a un budget. Sur un budget de 100, peut-être qu'il faut mettre 30-40% dans la R&D,
30-40% dans toute la partie communication. Pour moi, c'est à Les force deux, égale. ouais. Quand il y a trop de communication, que le produit est pas bon, oui, c'est cool, tu vas en vendre plein au départ, mais les gens ne reviendront pas. Tu as un super produit, mais tu n'as pas de communication, ouais, tu vas en vendre un peu, ils vont être fidèles, mais il n'y en aura pas beaucoup. Tu n'en auras pas beaucoup. Donc en fait, il y a quand même cet équilibre-là à trouver, ce qui n'est pas facile. Et c'est pour ça que pour moi, en fonction des porteurs de projets, parce qu'on accompagne des gens qui viennent du market, des gens qui viennent du commerce, des gens qui viennent des RH. Donc forcément, ils sont pas tous du même domaine. Et en fonction de tes propres compétences, va chercher capter les compétences à côté. Et ça, c'est nous ce qu'on essaie de véhiculer dès le départ des projets, d'essayer d'identifier, je pense que votre plateforme de marque, elle n'est pas complètement définie. Ton réseau de distribution, tu as peut-être sous-estimé les trucs. Et en fait, de pouvoir additionner dans le projet, peut-être le consultant qui va bien pouvoir l'aider sur tel sujet, etc. Et en fait, c'est tout cet écosystème-là qui gravite autour de GBC pour justement aider les porteurs de projets. Et il faut vraiment pas négliger une partie. Dire, ça, je le gérerai plus tard. Le monde de la cosmétique est hyper concurrentiel. On en parlait, il y a pendant le Covid, les 2 années du Covid, là, où c'était le bazar, il y a eu plus de 700 marques par an qui se sont créées en France. C'est énorme. En France, imagine dans le monde. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a 300, 400 marques par an qui se créent de façon normale, on va dire. Oui, mais combien passent les 3 ans? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs steps, on vit dans une société, c'est 3 ans pour faire vraiment ta preuve de concept. Et après, tu installes ta marque, il faut au moins 10 ans pour installer une marque. L'installer durablement et qu'elle soit reconnue, etc. Et même des marques qui aujourd'hui ont plus de 10 ans sont toujours dans la difficulté. Voilà. Donc c'est un monde qui est concurrentiel. Pour moi, il faut mettre le maximum d'arguments de son côté. Lâcher un billet à un consultant pour pouvoir vous aider sur tel ou tel sujet. Optimiser ses coûts sur les frais de développement. Se dire, attends, peut-être que je peux faire mon projet aussi en hybride. Aujourd'hui, moi, je crie pas sur ceux qui font de la gamme blanche, les gens qui font de la gamme standard personnalisée ou du sur-mesure. Nous, on a des clients qui ont fait de l'hybride, qui vont avoir fait de la gamme blanche pour des produits peut-être à plus faible valeur ajoutée, une huile de massage, une eau micellaire, par exemple, où il n'y a pas une grosse plus-value s'il n'y a pas une technicité particulière. Et puis, sur des produits à plus forte valeur ajoutée, peut-être des sérums, des crèmes ou des produits plus techniques, d'aller faire du sur-mesure parce que tu le trouves pas en gamme blanche. C'est pas interdit. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans le développement produit. Il y a 3 façons de faire du développement produit. Soit tu prends de la gamme standard, enfin ce qu'on appelle la gamme blanche, mais de la vraie gamme blanche où tu prends le pot tel qu'il est, tu prends la crème telle qu'elle est et tu colles juste ton étiquette. Et ça, effectivement, c'est des projets qui vont très vite, qui sont très peu chers et qui peuvent correspondre à certaines typologies de demandes. J'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où c'est bien fait, que ça respecte bien la réglementation, etc. T'as ceux qui vont prendre de la gamme standard, qui vont venir personnaliser le parfum, les actifs, le colorant, etc. Changer le packaging. J'étais en pot en verre, je vais passer en pot en plastique, etc. Donc là, effectivement, tu te retapes un certain nombre de tests. Tu gagnes essentiellement les 3-4 mois de développement produit et le coût du développement produit. Dans ces 2 cas-là, tu es pas propriétaire intellectuel de tes formules. Éventuellement, dans le deuxième, tu peux négocier, dire quand j'aurai atteint X milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu peux avoir cette propriété intellectuelle. Et puis après, tu as le sur-mesure, où là, la plupart des laboratoires que je connais qui font du sur-mesure proposent de la propriété intellectuelle, mais pas tous. Effectivement, la plupart du temps, quand tu fais du sur-mesure, tu as la propriété intellectuelle. Mais ça, c'est des choses qu'il faut bien valider dans ton contrat de prestation. En fait, aujourd'hui, au même titre que tu vas avoir un contrat pour la production, de dire, OK, moi, je fournis les emballages, j'en suis responsable. Le client, le sous-traitant approvisionne les matières premières. Qui est responsable de... Voilà, il faut avoir un contrat de sous-traitance avec ton partenaire industriel, mais aussi avec ton laboratoire. Alors nous, on n'a pas de contrat spécifique, on a les conditions générales de vente qui reprennent ces notions-là. Donc c'est important qu'il y ait ça. S'il n'y a rien, c'est le flou total. Et aujourd'hui, quand tout va bien, tout va bien. Mais le jour où tout va pas bien, c'est là où tu peux avoir des problèmes. Et en fait, il y a beaucoup aussi, et il faut faire attention à ça aussi, aux gens qui vont proposer de la micro-série. D'accord. Parce que c'est souvent très alléchant de dire, tiens, je peux te faire 50 pièces, 100 pièces, et qui sont des laboratoires. Pour moi, ces gens-là ne peuvent pas respecter correctement ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. C'est une norme ISO 22716 qui est obligatoire pour la fabrication, conditionnement de produits cosmétiques. Aujourd'hui, tu as visité le laboratoire. Aujourd'hui, on pourra dire, on a la salle propre, on a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas, selon moi, selon mes critères et selon les critères de la norme ISO,
la possibilité de respecter correctement. Comment, dans un laboratoire de R&D, tu peux respecter la norme ISO 22716? Je ne sais pas. Et en fait, aujourd'hui, ça peut conduire effectivement à des drames parce que les gens retrouvent leurs produits qui sont soit contaminés, soit qui déphasent, etc. Et puis derrière, comme t'as pas vraiment de conditions générales de vente, t'as pas vraiment de contrat avec, t'as plus que tes yeux pour pleurer, quoi. Donc être assez vigilant par rapport à ça. C'est pas facile de sélectionner un partenaire, que ce soit un partenaire industriel, un partenaire PAC, un partenaire marketing, etc. Donc, il faut se faire confiance aussi à soi, mais pas hésiter à prendre des références, se renseigner. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un certain nombre de personnes qui me recommandent parce qu'on fait du bon boulot. Et puis, on peut pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui... Et puis, c'est pas grave. Aujourd'hui, il faut que ça corresponde aux besoins. Voilà. Et ça, faut être hyper vigilant et pas prendre le premier venu qui est le mieux référencé sur Google. Je dis pas que celui qui est mieux référencé sur Google, il est bien. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un microcosme. Aujourd'hui, on est peut-être, je sais pas, 150, 200 laboratoires en France. C'est rien, j'ai pas le chiffre exact. Heureusement qu'ils sont pas tous mauvais, hein. Heureusement. Mais il y a des brebis galeuses. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, quand ils tombent chez eux, par une offre alléchante, parce que il n'y a pas de MOQ, ou les MOQ sont tout petits, parce qu'il n'y a pas de frais de développement. Forcément, c'est comme quand tu achètes un truc sur AliExpress ou quoi que ce soit, quand c'est pas cher, c'est tu peux avoir des mauvaises surprises. Tu peux avoir des mauvaises surprises. Mais des fois, tu as des très bonnes surprises. Bien sûr. Parce que les gens, voilà. Et je dis pas parce que tu vas payer très cher que tu vas avoir quelque chose de bien. C'est pas le sujet non plus. Mais voilà, prendre des références et s'appuyer sur, voilà, le monde de la cosmétique, comme beaucoup de monde, j'imagine, est un monde de réseau. Une fois que tu as intégré une personne qui connaît quelqu'un, là, tu commences à avoir des bonnes références. C'est vrai que c'est plus difficile et c'est pour ça que aujourd'hui, intégrer des groupes comme, par exemple, il y a les Young Professionals of Beauty pour les jeunes. C'est un groupe qui s'est créé sur Paris, justement, des jeunes professionnels de la beauté. Moi, je suis mentor dans ce groupe-là et qui permet justement de venir prendre des références. Tiens, je suis en train de vouloir monter ma marque. Est-ce que vous connaissez tel labo? Qu'est-ce que vous en avez eu comme expérience? Et en fait, on est dans de l'échange. Et c'est par des initiatives comme ça, alors, qui sont malheureusement peut-être trop peu connues, qu'on peut effectivement s'éviter certains écueils. Parce que c'est pareil, il y en a qui vont avoir des très beaux stands, et puis qui vont pas faire correctement le boulot. D'autres qui vont être plus confidentiels et qui vont très bien faire le boulot. Quand on t'entend parler, ça peut freiner énormément de personnes de se lancer parce qu'ils se disent, il y a tout ça, il y a la concurrence. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est quand même un domaine où on peut vraiment réussir? Aujourd'hui, oui, je reste persuadé qu'aujourd'hui, il y a plein de choses à faire dans le monde de la cosmétique. Moi, je rencontre des porteurs de projets tous les jours. Enfin, on a des demandes régulières. Alors, il y en a effectivement qui veulent faire du copier-coller de Madame la Présidente, des secrets de Loli. En ce moment, on a quasiment que ça. Ils vont prendre une petite part du gâteau. Et en fait, c'est là où il faut trouver cet élément de différenciation. Est-ce que c'est par le packaging? Et en fait, c'est vraiment ça qui va faire ce point d'ancrage. Soit par la technique, soit par le positionnement, mais il faut vraiment avoir un élément de différenciation et le marteler et être confiant là-dessus. Nous, on peut apporter nos sujets techniques, dire, tiens, tu sais qu'il y a ça qui existe, machin, etc. Et ça, c'est ce qu'on aime faire. Mais il faut vraiment avoir cet élément de différenciation. Aujourd'hui, nous, on a accompagné plus de 300 marques aujourd'hui. Il y en a un certain nombre qui marchent très, très, très bien. Et puis d'autres qui marchent bien. Et aujourd'hui, depuis le début, on a perdu, alors c'est organique, entre 16 et 18% des marques qu'on a accompagnées qui sont plus là au bout des 2-3 ans parce que ça marchait pas. Mais ce qui a un taux extrêmement faible par rapport à ce qui existe sur le marché. On est plutôt généralement aux alentours des 30-40% de marques qui passent pas les 3 ans. Donc, parce que peut-être on fait cet accompagnement, c'est pas parce qu'on fait les bons produits, je pense pas que ce soit que ça, mais parce peut-être qu'on les challenge peut-être plus que d'autres laboratoires, peut-être. Mais en tout cas, faut pas avoir peur de se lancer, c'est sûr. Par contre, faut être vraiment confiant. Quand je vois que déjà certains ne sont pas prêts à remplir un cahier des charges qui fait 1 page et demie qu'on a optimisé pour les porteurs de projet, je me dis qu'ils sont pas prêts à être entrepreneurs. Voilà. D'accord. Du coup, pour toi, quels sont, alors comme ça rebondit un peu sur ce qu'on vient de voir, si tu pouvais citer 3 erreurs, 2 à 3 erreurs, vraiment que tu as vu et qui a vraiment flingué de marque depuis le début, dès le lancement.
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui peuvent planter un lancement. Alors ça peut planter un planning, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est Ouais. tout ce qui est choix du packaging, Ouais. choix du parfum, ça peut te planter un rétro-planning et du Ouais. coup te faire planter une phase de lancement. Ouais. Euh, D'un point de vue purement technique, c'est les changements, les changements à 360 Ouais. de cahier des charges. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille tout un projet avec un concept scientifique bien bordé, etc. Arrive une nouvelle personne en marketing, etc., qui a une idée complètement Ouais. différente, qui perd complètement l'ADN de la marque. Et ça, nous, on en a vu, qui ont planté des marques. Ouais. Donc ça, c'est vraiment faut. Et là, c'est parce que le porteur de projet au départ a été moins présent, a laissé faire Ouais. la personne du marketing, et du coup, ils ont planté le projet. Et ça, j'ai l'exemple bien en tête. Et malheureusement, c'est une marque qui avait énormément de potentiel, plein de choses à faire d'un point de vue marketing, parce que très, très, très belle marque, très haut de gamme, etc. Et avec effectivement tout un concept scientifique derrière. Franchement, on pouvait d'aller sur un niveau d'un Nux, sans problème en Ouais. termes et c'était vraiment top. Mais bon, la marque, bon là, elle a été rachetée par des Chinois. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça, c'est un autre débat. Mais pour l'instant, effectivement, ça, c'est une erreur de perdre le fil de l'histoire, en Ouais. fait. Et ça, faut vraiment être focus par rapport à ça. Après, les plus grosses catastrophes sont effectivement les mauvais choix de partenaires. On en parlait tout à l'heure. De pas avoir le bon partenaire, pas forcément en R&D, parce que en R&D, tu arrives toujours à faire des choses. Par contre, de peut-être pas avoir choisi le partenaire qui va être capable de t'épauler sur la partie industrielle. Ouais. Parce que c'est bien de faire de la touillette de laboratoire, Ouais. mais il y a un moment, il faut que ça soit Bien transposable. sûr. Et il y a beaucoup trop, pour le coup, là, de laboratoires de formulation, et notamment des formulations indépendantes, qui n'accompagnent pas cette transposition industrielle, parce que, ils savent pas faire, ils n'ont pas les équipements en interne pour faire, et des fois ne se déplacent même pas chez le façonnier. C'est tiens, je t'ai vendu ta formule, démerde-toi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien valider aussi au départ, jusqu'où va la prestation. Ouais. Et de bien avoir conscience que c'est pas parce que ça a marché sur 1 kilo au labo que ça va marcher sur 1 tonne ou 2 tonnes, quoi. Et ça, c'est une vraie réalité. Et puis après, une autre erreur que j'ai vue aussi, c'est comment dire, le mauvais réseau de distribution. D'accord. C'est-à-dire, et alors là, c'est moins mon domaine, mais c'est quelque chose que j'ai vu, du coup, d'un peu plus haut, c'est de dire, voilà, on a développé des formules très dermo-cosmétiques, avec un concept très scientifique, qui pour moi allait plus dans un domaine de la pharma, en tant que consommateur. Ils ont voulu partir dans un réseau plutôt Galerie Lafayette, etc., ou dans des réseaux un peu holistiques, Ouais. etc. Ils se sont complètement perdus. Et du coup, ils ont mis beaucoup d'argent pour essayer de percer, de percer, de Ouais. percer, et ils se sont entêtés. Et à un moment, ça marche pas. Faut Ouais. accepter de faire des erreurs. Ouais. On en fait tous. Et pas de continuer dans le mur. Et en fait, moi, je lui ai dit, tiens, c'est bizarre que tu ailles sur ce réseau-là. Ouais, mais j'ai des contacts. Bah oui, d'accord, mais ta marque, elle n'a pas été pensée comme ça. Et en fait, bon, encore une fois, moi, c'était mon point de vue d'un point de vue purement scientifique et consommateur, du coup. Et là, je me suis dit, mince. La personne s'est gourée de réseaux de distribution. Et aujourd'hui, la marque a été rachetée par un fonds qui la développe en réseau pharma. Voilà. Mais Faites ce que vous voulez faire c'est plus elle qui la développe. Ouais. Donc elle s'est retrouvée vraiment dans la difficulté personnelle, parce qu'en plus j'ai des clients qui hypothèquent leur maison pour lancer leur projet, et ça fait partie des gens qui ont hypothéqué leur maison. Wow. Wow. Donc je pense que, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je pense que ça doit pas la mettre dans une situation très simple. Donc ça revient un peu à ce que tu as dit au début, donc l'ADN qu'on a par rapport au positionnement qu'on a, faut vraiment le respecter. Tu peux avoir des pivots. Bien sûr. Ça existe dans toute société. Il y a des pivots. J'entendais encore sur un podcast il y a pas longtemps quelqu'un qui avait une marque qui est en train de pivoter sur le développement, accompagnement de marque, etc. Voilà, elle a pivoté. Elle sent qu'elle a atteint le bout de ce qu'elle pouvait faire sur sa marque. Maintenant, elle a besoin d'une personne qui est capable de pas se faire passer le step supérieur, et elle a pivoté. Tu peux faire pivoter une marque, c'est pas un problème. Il y en a qui ont démarré avec une gamme homme, qui est aujourd'hui une gamme 100% femme. Mais toujours avec un fil conducteur qui était
les cannabinoïdes, etc. Et pourquoi pas? Tu peux pivoter, mais le pivot doit pas se faire brutalement. Et il faut que ça soit accompagné. Le changement, comme tout changement, doit être accompagné. Bien sûr. Voilà. Ok. L'une des dernières questions, je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas beaucoup, moi je reçois aussi souvent sur Instagram ou en commentaire, combien ça coûte? Ça, je sais que c'est une question qui est très difficile. C'est une question très très difficile. Moi aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un que je connais pas son projet, je connais pas, voilà, il me dit combien ça coûte de monter une marque de cosmétiques. Je fais rien que d'un point de vue purement technique. Si t'as pas entre 7 et 10 000 balles, laisse tomber. Si t'as pas entre 7 000 et 10 000 euros pour faire la partie R&D, la partie test, la partie tox, etc. Éventuellement, des fois, on arrive à intégrer les 500 premières prises de production là-dedans. Faut passer ton chemin. En tout cas, sur du développement sur mesure. Bien sûr. Parce que nous, dans le développement sur mesure, on peut avoir des développements qui vont coûter 1 500 euros comme des développements qui vont coûter 15 000. Ça va dépendre de la complexité du projet. Absolument. Si tu fais des produits pour bébés ou des produits pour adultes, les coûts de test sont pas les mêmes. Ça peut aller du simple au triple. C'est une réalité. Mais voilà, aujourd'hui, quand je connais rien du tout du projet et puis on me dit combien ça va coûter de développer un produit sur mesure, avec un budget de 10 000, tu fais une formule. Une formule, un produit. Par contre, en gamme blanche, là, tu peux en faire beaucoup plus parce que finalement, t'as pas les frais de R&D à payer, t'as pas les frais de réglementaire, etc. C'est que, grosso modo, en gamme blanche, la plupart des labos que je connais qui font de la gamme blanche, ils vont te faire payer un DIP pour le mettre à ton nom, pour que tu puisses vendre la marque et avoir les accès à certaines informations du dossier réglementaire pour pouvoir te développer. Ça va te coûter peut-être 200, 300 euros. Et en 2 mois, c'est réglé. Mais c'est pas le même projet, en fait. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, il faut que ça corresponde au projet, au budget, certes, mais aussi au projet. Quand je dis des fois, nous, on a des fois des coiffeuses, des esthéticiennes qui veulent créer leur marque pour leur institut, pour le salon de coiffure. Et quand je les challenge un peu, ils disent, nous, sur 1 an ou 2 ans, on écoule 500 pièces. Ok. Mais est-ce que tu as l'ambition d'aller faire autre chose derrière? Un réseau de franchise, etc. Non. Fais pas du sur-mesure. Prends de la gamme standard et colle ton étiquette dessus. Oui, tu vas plus vendre du Guinot Maricor, tu vas vendre ta marque. Ça a du sens. D'accord. Et puis après, ça dépend aussi des stratégies. Il y en a qui veulent faire des coûts, et puis il y en a qui sont des stratégies à plus long terme. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de développer les produits. C'est juste faut que ça corresponde au budget et à l'ADN de ce qu'on veut faire. Par contre, moi, et c'est là où je trouve que certains laboratoires sont pas transparents, c'est qu'il faut donner les 3 possibilités. Expliquer les tenants et les aboutissants de chaque. Après, la personne choisit en connaissance de cause. Voilà. C'est comme quand nous, on fait des conseils en réglementation. On dit, pour respecter la réglementation, tu veux écrire hydratant, il faut faire le test de corps-ménométrie. Tu veux pas le faire, c'est ton problème. Nous, on a fait notre boulot. Par contre, tu viens pas pleurer si tu te fais attraper par la patrouille. Voilà. Donc, tu prends ton risque en connaissance de cause. Tu dis, voilà, tu fais pas ça, c'est quoi le risque? Tu vas te faire contrôler. Voilà les risques que ça implique. Voilà. Tu prends le risque en connaissance de cause. Là, quand tu fais ton choix de dire, je veux de la gamme blanche, je veux de la gamme standard à personnaliser ou du sur-mesure, faut que les gens connaissent ces 3-là pour faire leur choix. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème à dire à quelqu'un, non, viens pas chez moi. Vu ton projet, vu ce que tu veux faire, prends de la gamme standard. J'ai aucun problème à dire ça. Mais je suis pas sûr que tous les laboratoires tiennent ce discours-là. Mais c'est comme ça. Je préfère que la personne dise, ok, tiens, Gaël, il m'a donné un bon conseil sur cette partie-là, et peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand on aura développé sa marque, tiens, j'ai un produit un peu particulier à développer. Voilà. Et ça, c'est il y a des marques comme ça que j'ai épaulées pendant des années, pendant 2, 3 ans, 4 ans, même sans me faire payer. Ou tiens, Gaël, je suis en galère, je cherche un sous-traitant. Je suis en galère de matières premières, etc. Je le donnais, parce que voilà, ça fait partie de l'ADN. Et puis à un moment, quand ils ont voulu développer leur gamme en sur-mesure, ils n'ont même pas cherché un labo. Ils ont dit, Gaël, je veux travailler avec toi. Voilà, donc moi je suis sur une stratégie long terme, je suis pas là pour faire des one-shots, les one-shots ça ne m'intéresse pas. Vraiment, accompagner le client de A à Z, et même après. C'est-à-dire que nous, on accompagne effectivement du développement de brief jusqu'à l'industrialisation, première production. Après, derrière, le client, il est en direct avec son façonnier. Et une problématique sur la 8e prod, on reste le référent formule.
S'il y a, s'il y a un problème, si voilà, il peut y avoir parce que tu as changé de l'eau de matière première, voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est la vie d'un produit. C'est comme un DIP, c'est pas, il est pas fixe, il doit évoluer. Un produit, il peut évoluer parce que tu as un nouveau fournisseur, un nouveau distributeur, etc. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, effectivement, peut-être de certains qui, c'est bon, j'ai donné le truc, démerdez-vous. Et voilà. Donc c'est pas facile à évaluer. Je suis d'accord avec toi sur quand tu rencontres un porteur de projet. Aujourd'hui, après, il faut faire confiance aux gens. Il y a beaucoup une part de feeling. Hein. Moi, c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect réputation peut-être, il y a l'aspect comment dire, coût, bien évidemment. Il y a une grosse part de feeling. Bien sûr. Et moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention. C'est-à-dire qu'il y a plein de porteurs de projets auxquels j'ai pas forcément eu le feeling. Bien sûr. Je dis voilà, c'est peut-être pas avec moi qu'il faut que tu travailles. Et puis voilà, contacte un tel qui Mm. sera peut-être plus à même de t'accompagner par rapport à ta demande d'accompagnement, par rapport à là typiquement. Enfin, moi, il y a certaines marques avec qui j'ai pas pu travailler, pas parce que techniquement ça m'intéressait pas, mais grosso modo, la personne, elle a besoin de tout contrôler, mais d'être quasiment au-dessus de l'épaule du formulateur pour formuler. Et à un moment, il faut nous faire confiance. On est des professionnels dans ce domaine-là, faut nous faire confiance. Voilà, qu'on partage les éléments, et ça, il n'y a aucun problème. Que tu veux venir pour prendre des vidéos, voir comment ça se passe un développement, les clients sont les bienvenus, mais pas au quotidien, c'est pas possible. C'est grosso modo, à chaque essai, elle voulait être là pour faire les essais. C'est injouable. On est en Bretagne en plus, mais au-delà de ça, enfin, moi je veux pas fonctionner comme ça. Bien je veux sûr. travailler dans une relation de confiance avec mes partenaires, et mes clients ce sont mes partenaires. C'est mes partenaires pour le développement de GBC, et on doit être les partenaires pour leur développement. Pour moi, c'est donnant-donnant. Bien sûr, totalement d'accord. Et souvent, les gens, enfin, la plupart des gens vont penser que si je mets, payer un petit peu plus cher, parce qu'on parlait tout à l'heure entre 7 et 10 000 euros, il y en a qui voudront lancer une marque peut-être à 3 000, 4 000 euros, mais parfois, c'est mieux de payer 3 000 euros en plus ou 4 000 euros en plus et être avec le bon partenaire qui va nous accompagner jusqu'au bout que de payer ces 3 000 euros et après avoir un projet qui est complètement catastrophique. Derrière, qui n'a pas fonctionné. On en parlait aujourd'hui, effectivement, nous on a effectivement des fois récupéré des clients qui ont été chez certains de nos confrères et ils sont pas en super forme financière, mais à un moment, moi, faut bien quand même que je puisse rattraper les choses et les remettre d'équerre. Des fois, oui, il faut qu'ils remettent de l'argent et presque autant que ce qu'ils ont déjà mis. C'est ça. Donc, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'échappera pas à avoir toujours des gens qui tombent pas avec les bons partenaires pour eux. Pour eux, c'est peut-être des bons partenaires pour d'autres, mais voilà, faut pas se précipiter dans le choix du partenaire. Surtout sur une marque qui se lance aujourd'hui, elle a pas de. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut lancer à telle date. Ça peut être un fin de droit au chômage. Mais pour moi, aujourd'hui, le plus grand risque, moi, c'est quand là, j'ai encore reçu ce matin un urgent développement de gamme. Alors déjà, tu es dans l'urgence, alors que ta marque n'existe pas. Ça peut pas être une urgence. Enfin, ça, c'est ma vision. Aujourd'hui, si on veut faire les choses bien, aujourd'hui, il faut prendre le temps de le faire. Ou si tu es dans l'urgence, là, oui, lance vite une gamme, prendre la gamme blanche. Et ça peut répondre à ton besoin. Et ça ne fera pas avec nous. Voilà. Mais il faut vraiment bien penser son projet et pas te dire, et c'est ce qui est arrivé un peu trop, je pense, pendant la période Covid, où les gens se sont levés le matin et tiens, si on montait une marque de cosmétiques. Et aujourd'hui, moi, il y en a plein pour lesquels j'ai dit non. Parce qu'aujourd'hui, oui, ils faisaient un x2 arrivé par 10 000 pièces et oui, mais vous inquiétez pas, on vendra que sur les réseaux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On reste des aides sociaux, on a besoin de se voir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça a été très difficile pour GBC au niveau du chiffre d'affaires pour le développer pendant cette période-là parce qu'on pouvait pas voir les gens. Alors que quand je rencontre des gens, qu'on discute avec eux, qu'on prend un café, qu'on mange un resto, etc., on va dire 50% du temps, 60% du temps, on deal. Parce que oui, voilà, on a déjà fait une première approche, ça match, on se rend compte, oui, on va. Alors après, c'est pas parce que tu vois une heure que tu connais quelqu'un, mais tu sens quelque chose. Voilà. D'accord. Avant dernière question, avant de nous laisser, comment toi tu vois GBC dans 3, 5, 10 ans? Aujourd'hui, GBC, c'est essentiellement, comme on disait, donc la formulation, la réglementation et la montée, l'industrialisation avec la montée en échelle. L'étape d'après, aujourd'hui, je reste un industriel, donc l'étape d'après, ça serait la production.
Alors l'idée, c'est pas d'aller faire de la grande production, c'est de toujours en adéquation avec un de mes deux why, qui est l'accompagnement de jeunes marques. Donc effectivement, de travailler sur de la petite et moyenne série, à la fois dans le skincare, peut-être dans le maquillage. Voilà, en tout cas, dans des domaines, effectivement, où je sais que je maîtrise et que je peux apporter une plus-value. Donc aujourd'hui, je vois plus GBC, effectivement, dans une démarche d'accompagnement un peu plus loin. Je me sens pas d'aller créer une plateforme où je vais conseiller les gens sur le marketing, etc. C'est pas mon ADN. Par contre, de pouvoir accompagner jusqu'à la production, trouver les astuces, apporter des sujets d'innovation, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de faire aussi d'innovation par le process. Je t'ai montré 2-3 trucs. De peut-être venir, voilà, ça c'est peut-être un rêve. Aujourd'hui, voilà, tu m'aurais dit il y a presque 10 ans, tu auras 14 salariés, je t'aurais dit t'es fou. Bon bah aujourd'hui peut-être c'est devenir un peu le Capsule de demain. Le Capsule, c'est les petites perles là, voilà. On vient chez eux pour ça, ils font autre chose, mais on vient chez eux pour ça. Qu'on vienne peut-être chez GBC pour une techno particulière. Et ça c'est sur quoi on espère pouvoir travailler dans les prochaines années. Ouais. Et on espère que ça va arriver, on te souhaite. On y met l'énergie pour. Voilà. Ok. Et en dernier, pour terminer, si tu pouvais regarder cette caméra et donner un dernier mot, enfin un mot, une phrase, quelque chose. Je sais que tu as déjà donné pas mal de valeur là dans ce podcast, dans cet épisode. Est-ce que tu peux leur donner une dernière phrase qui va les aider ou quelque chose, un tips, quelque chose qui va les encourager en tout cas à se lancer et surtout à se lancer dans les bonnes conditions pour les bonnes raisons? Moi, aujourd'hui, pour moi, c'est comme quand je recrute quelqu'un chez GBC, c'est 3 mots qui résonnent, c'est avoir la passion de ce qu'on fait, la rigueur, donc ça va être dans le choix des partenaires, dans le respect des règles, etc., et un brin de folie. Donc, passion, rigueur, un brin de folie. Vous avez compris, passion, rigueur, folie. En tout cas, merci beaucoup Gaël de nous avoir reçus. On a pris plein de valeurs, on a appris énormément de choses. Je vais vous mettre l'adresse du labo en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez vu ce qu'il peut donner. Là, on n'a pas vu 30% de ce qu'il peut vous donner et comment il peut vous accompagner. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec lui si vous avez le moindre projet. On se dit à très bientôt pour un autre épisode. Ciao.